view. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch où on va attaquer la deuxième partie du réseau dans la certification AZ305. Donc pour rappel, il y a quelques semaines, on avait vu ce qu'était une Azure NAT Gateway, on avait vu ce qu'était des UDR, le modèle Hub and Spoke, on avait vu aussi tout ce qui était peering entre réseaux virtuels. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de load balancer dans Azure. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et j'y répondrai au fur et à mesure. Et encore une fois, aucune question n'est idiote, on est là pour apprendre et je suis persuadé que moi aussi vous avez des choses à m'apprendre et j'en apprends régulièrement, ne serait-ce que quand je prépare ces sessions-là. Donc c'est parti. Donc ensemble, on va voir que dans Azure, vous avez 4 load balancers possibles en version PaaS. Vous avez l'Azure Load Balancer, l'Azure Front Door, l'application Gateway et le Traffic Manager. Chacun de ces load balancers va travailler soit sur le protocole DNS, soit sur la couche 7, soit sur la couche 4 du modèle OSI. Une fois qu'on aura vu ces 4 load balancers, on va s'attarder sur comment mettre en cache le contenu statique et dynamique au travers des CDN, des Content Delivery Network. Et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai du travail pour la prochaine session, puisque vous aurez un case study qu'on corrigera, bien entendu, à la prochaine séance. Allez, c'est parti. Donc, ma mind map que je partage aussi, vous avez un lien public qui est proposé. Et d'ailleurs, je peux même vous le renvoyer, ce lien public. Je vais vous le renvoyer juste après, où il sera en descriptif de la vidéo. Mais dans ce lien public, vous aurez accès à la mind map. Donc, on en était au network. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait parler de répartition de charge. Donc, la répartition de charge dans Azure, elle est possible au travers de 4 load balancers. Le premier, qui est disponible d'ailleurs en version gratuite, c'est l'Azure Load Balancer. Donc, cet Azure Load Balancer, il existe soit en version basique, et c'est gratuit, mais il n'y a pas de SLA, soit en version standard. En version basique, qu'est-ce que ça implique? C'est gratuit, je viens de vous le dire. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de SLA. Ça aussi, je vous l'ai dit. Il ne gère pas les Availability Zones. Il ne gère pas aussi des sondes d'intégrité en HTTPS. Il ne gère pas... Donc tout ça, c'est ce qu'il n'y a pas. Je vais peut-être le mettre, mais pas d'AZ. Pas d'AZ. Pas d'HTTPS en sonde d'intégrité pour la Health-Probe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez avoir jusqu'à 300 maximum workload en back-end pool. Et donc, vous voyez, il est limité et il n'est pas du tout fait pour des versions en production. Si vous voulez une version qu'on va mettre en production, vous allez utiliser l'Azure Load Balancer en version standard. Donc là, dans ces cas-là, il y a du SLA, il y a la gestion des AZ. Bref, en fait, tout ce que vous n'aviez pas dans le basique, vous l'avez dans le standard. Et sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 1000 back-end pools derrière le Load Balancer. Alors cet Azure Load Balancer, lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va le choisir quand on veut travailler sur la couche 4. Donc, il va gérer en particulier au niveau couche 4, TCP et UDP. Donc ça, c'est le premier point à connaître. Le deuxième point, c'est que cet Azure Load Balancer, il est disponible en 2 versions. En une version publique et une version privée. Donc, soit il a une portée publique, donc une virtual IP publique qui va rediriger sur des VM qui sont derrière lui en adressage privé. Soit il a une vie privée, donc une IP privée, et il va rediriger là aussi sur des VM qui ont un adressage privé. Donc au final, l'Azure Load Balancer, comme il existe en public et en privé, lui, ce qu'il va accepter dans son back-end pool, c'est essentiellement, d'ailleurs c'est pas essentiellement, ce sont des VM ou un VMSS. Donc pour rappel, le VMSS, c'est un ensemble de VM, c'est un groupe de VM identiques, que ce soit en termes d'OS ou en termes de taille, qui vont être scalés horizontalement. Donc qui peut être très pratique lorsque vous avez des soudaines montées en charge, d'avoir un Azure Load Balancer en front-end et un VMSS derrière, qui va scaler horizontalement les machines virtuelles qui composent ce VMSS. Alors ce qui est intéressant avec l'Azure Load Balancer quand même, c'est que c'est un load balancer qui est ou régional, ou depuis peu global. Donc il va gérer la répartition de charges entre plusieurs régions.
Il faut savoir que historiquement, c'était un service qui était que régional et qui, encore une fois, fonctionnait sur la couche 4 en TCP/UDP. Et bien depuis peu, depuis quelques mois on va dire, il est aussi global, c'est-à-dire qu'il est multi-région. Donc qui dit global dit le fait que vous pouvez basculer en actif-passif ou en actif-actif entre deux régions. Donc hop, pardon, et actif-passif, il gère les deux. Et donc ces workloads, comme ce sont des VM, au final, dans le backend pool, vous allez retrouver des NIC de VM qui correspondent à des ressources qui vont bien souvent soit avoir le service 2IS ou Apache, donc écouter sur le port 443 ou 80, soit d'un autre côté, dans le backend pool, vous pouvez retrouver par exemple une base de données qui va écouter sur le port lié à la base de données. Donc ça dépend du type de base de données, mais la logique, c'est de se dire, ok, j'ai une base de données qui va être scalée et devant ma base de données, je vais avoir un Azure Load Balancer internal. Et devant mon Azure Load Balancer internal, je vais avoir un autre Load Balancer qui est public, avec une VIP publique qui va rediriger les flux, encore une fois, sur mes backend pools, donc mes VM. Donc si je devais un peu mieux expliciter ça, j'ai toujours un bon schéma. Voilà exactement ce que je viens de vous expliquer, affiché. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir un premier Azure Load Balancer avec une VIP publique, donc qui porte une IP publique et qui écoute par exemple sur le port 80, qui va rediriger les flux. Alors là, sur le schéma, vous voyez, il y a marqué port 80. On peut très bien rediriger, on peut très bien écouter sur le port 80 et faire de la translation de port sur un autre port. Donc par exemple, ici, on pourrait mettre le port 801, ça marcherait. Même si dans le schéma, c'est 80 en entrée, 80 en sortie, ça pourrait être du 80 en entrée et un autre port que vous aurez choisi en sortie. Donc là, vous voyez, ces VM-là, elles vont pas avoir d'IP public, mais bien des IP privés. Et en règle générale, comme c'est des VM web, on va retrouver du 2IS ou de l'Apache dessus. Et derrière, dans cette architecture 2 tiers, avec un front-end et un back-end ici, vous allez retrouver un load balancer avec une private IP qui va rediriger, alors là il y a une petite erreur dans le schéma, sur le port 1433 normalement, et pas 443, surtout si c'est une base de données qu'il y a derrière. Après ça dépend vraiment de ce qu'on a, mais si c'est des bases de données avec du SQL, ça ne sera pas du 443. Voilà la logique de l'Azure Load Balancer. Et peut-être vous vous en rappelez, mais dans une session AZ104, on avait parlé des différentes méthodes de routage qui étaient proposées. C'est ce qu'on appelle la persistance de session. Alors, on va revoir ensemble les différentes méthodes de routage. En gros, il y en a deux. Si moi, ici, à Lyon, j'ai mon IP de mon load balancer pour accéder à mon service, et que mon IP public ne change pas, la persistance de session basée sur l'IP fait que les prochaines fois, à chaque fois que j'accéderai à ce même service, il va toujours me renvoyer vers le même nœud. Donc la première fois que je vais arriver sur le load balancer avec mon IP public, il va me dire tiens, ça c'est l'IP public de Philippe, je vais le rediriger vers cette VM. Et les autres fois où je viendrai avec cette même IP pour accéder à mon load balancer, il me reconnaîtra, il dira ok, la dernière fois il était sur telle VM, les prochaines fois où il va se connecter, je le renvoie toujours à la même VM. Donc ça c'est basé sur l'IP du client. C'est la première méthode de routage. La deuxième méthode de routage, elle est basée sur l'IP et le protocole. Alors là c'est exactement pareil que ce que je viens de vous expliquer, sauf qu'on va rajouter une composante qui est le protocole. Le principe, c'est que moi, depuis mon poste de travail, je vais me connecter au load balancer, par exemple sur le port 80, et depuis cet IP public-là. Et si le port 80 et l'IP public sont réutilisés plus tard pour de futures connexions, il va toujours me renvoyer vers le même nœud. C'est ça qu'on appelle la persistance de session. Donc ça, c'est plutôt pratique quand vous avez un site web un site web marchand. On rentre vraiment dans cette logique. Voilà pour l'Azure Load Balancer dans son explication. Donc dans quel cas je vais le choisir ? Si on veut du TCP, de l'UDP
et si surtout on a des back-end pools qui sont constitués de VM. À partir de là, comment je l'utilise au quotidien, comment je le crée dans Azure? Eh ben, regardez, je suis dans un groupe de ressources sur Azure. Je vais taper Load Balancer. Je choisis l'Azure Load Balancer de Microsoft. Donc là, on vous dit bien qu'il est sur la couche 4. Jusque-là, pas trop compliqué, c'est un peu ce que je vous disais. Donc au début, je choisis le nom de mon ALB. Ici, je choisis si je prends la version gratuite ou la version payante. Donc si je prends la version payante, je suis en standard. Si je prends la version gratuite, je suis en basique. Et j'ai beaucoup moins de fonctionnalités en basique. Je choisis sa portée. Est-ce qu'il est public? Est-ce qu'il est interne? Donc est-ce que je suis soumis à une IP publique, donc à Internet, ou est-ce que je suis soumis à une IP privée, donc pour mes utilisateurs on-premise en particulier? Et je choisis s'il est régional ou global. Donc s'il est public, je peux choisir la case à cocher, globale. Donc je vais pouvoir le mapper entre plusieurs régions, mon back-end pool, mes back-end pools. Donc là, ça devient intéressant quand on a un service qui doit être disponible dans plusieurs régions du globe. Dans mon cas, je vais dire que je reste sur du régional en public. Et la première étape, ça va être de créer le front-end. Donc, l'IP de mon front-end. Donc là, imaginez, j'appelle ça front-end website. Je lui spécifie que l'IP de mon front-end, c'est une IP publique. Donc cette IP publique, je vais l'appeler public IP front-end. Et alors là, ça devient intéressant puisque regardez, comme il est en standard, il me dit soit tu fais du zonal, 1, 2, 3, soit tu fais du zone redondant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est ici, et je vais vous envoyer le lien vers l'article. En gros, votre load balancer, soit il est commun à 3 AZ dans une région, et donc s'il y a deux AZ qui tombent, il va pouvoir rediriger le flux vers la zone numéro 3 dans notre cas. Donc, par exemple, si j'ai zone 1, zone 2 qui tombent à Paris, par exemple, il va pouvoir rediriger les utilisateurs vers zone 3. Soit votre load balancer, vous le définissez en zonal. Et qui dit zonal dit qu'il est propre à une zone spécifique d'une région. Et donc, si je dis qu'il est zonal en zone 1, si la zone 1 tombe, forcément, j'ai plus accès à mes ressources qui sont derrière mon load balancer. Donc, je vous envoie le lien, hop, et je le mettrai d'ailleurs dans le replay de la vidéo, le lien. Mais il est important de connaître la différence entre zone redondant et zonal. Et ça, je pense que j'ai suffisamment été explicite là-dessus. Une fois qu'on a choisi s'il est commun à plusieurs zones ou s'il est zonal, on fait un add. Donc là, j'ai créé le front-end, l'IP public du front-end. Maintenant, il faut que je travaille sur le back-end pool. Back-end pool, je vous ai dit qu'il pouvait être de deux types. Soit c'est une VM, soit c'est un ensemble de VM. Donc ici, je vais appeler ça back-end website. Et ici, je vais lui dire que je vais mapper donc mon load balancer, par exemple, à un VNet qui existe. Et là, je vais choisir, soit je me base sur des NIC de VM qui existent. Donc ça veut dire que les VM ont déjà été créés à l'occasion. Soit vous dites que vous vous basez sur des IP spécifiques. Et là, vous allez pouvoir mettre des IP en fonction de votre besoin. Ensuite, je vais créer les règles de load balancing. Donc ça, c'est hyper important. En gros, je vais commencer par celle-ci, la inbound NAT rule. Le principe, c'est quoi? C'est que quand vous allez arriver sur le load balancer, vous allez pouvoir arriver sur un port et en fonction de votre IP et du port sur lequel vous connectez sur le load balancer, il va vous renvoyer sur une VM spécifique. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Je pense qu'un schéma, vous allez tout de suite comprendre. Si moi, donc, je suis à ma gauche, ici, et que j'ai besoin d'accéder à telle VM dans le load balancer, mais j'y ai besoin d'y accéder via le port RDP, et grâce à la règle inbound NAT rule, vous allez dans votre requête spécifier le port que vous voulez accéder sur un nœud spécifique qui est derrière votre load balancer. Ça peut être le 3389 comme ça peut être le 3390. Et quand vous allez arriver en 3390 ici, lui, il va se dire « Ok, ce port, je le connais, c'est pour rediriger vers telle VM. » Qui, elle, écoute par exemple sur le port 3389.
qui est le port RDP par défaut. Donc ça, en gros, ça vous permet de spécifier un port bien particulier pour accéder à une ressource qui est derrière le load balancer. Autre possibilité qui nous intéresse et que vous verrez le plus souvent, les load balancing rules, ici. Donc là, le principe, c'est qu'on va créer une règle de load balancer basée sur les méthodes de routage que j'ai expliquées avant. Donc là, je vais dire une règle rule sur le port 80, par exemple. Je lui spécifie l'IP public de mon front-end. Je lui spécifie le back-end qui contient mes VM. Je spécifie le protocole. Le port en entrée, j'ai dit que c'était le port 80. Le port pour mon back-end pool, ça va être le port 80. Je crée une else probe. Donc la else probe, rappelez-vous, c'est la sonde d'intégrité qui va checker chaque nœud de mon cluster toutes les 5 secondes. Et si au bout de 5 secondes, il y a un nœud qui ne répond pas, et ben, il va sortir le nœud du load balancer pour éviter que les futures connexions soient sur un nœud qui est tombé derrière. Donc là, je spécifie aussi le protocole. Donc vous voyez que la sonde d'intégrité, elle peut gérer l'HTTPS parce que je suis en version standard. Une fois que j'ai choisi tout ça, que j'ai défini ma sonde, et ben, je définis la méthode de routage. Et là, on revoit exactement ce que je vous ai expliqué, client IP et protocole. Un dernier point, pour rappel, dans le Outbound Rules, vous gérez le SNAT. Donc le principe, c'est quoi le SNAT? C'est que quand vous avez des VM qui sont derrière votre load balancer, qui veulent sortir sur Internet, en fait, pour sortir sur Internet, elles vont utiliser l'IP public de votre load balancer Azure. C'est ça le SNAT. Donc toutes les connexions, si je résume ici, toutes les connexions de ces 3 VM, quand elles veulent sortir sur Internet, en fait, elles vont sortir en utilisant l'IP public de mon load balancer. Et là où ça devient intéressant et que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que quand j'ai créé le front-end IP configuration, ici, ce que je ne vous ai pas dit, regardez, c'est qu'il y a une petite case pour IP préfixe IP. Et là, le principe, c'est que vous allez pouvoir attribuer jusqu'à 16 IP publics à votre load balancer Azure, d'un coup. Ce qui fait que quand vos VM sortiront, elles peuvent sortir avec une des 16 IP dont je vous ai parlé dans le préfixe IP. Donc ça, on l'a vu dans la dernière session, ce que c'est les préfixes IP, je vous en ai parlé pour des NAT Gateway, si vous vous en rappelez. Mais c'est important de voir que le load balancer Azure peut avoir plusieurs IP publics et que ces IP publics peuvent être utilisés par les ressources qui ont besoin de sortir sur Internet. Voilà pour l'Azure Load Balancer. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions particulières? Ok, bah très bien. Allez, et ben on continue. Et cette fois, on va passer à ma mind map, ma fameuse mind map que j'aime bien. On a vu l'Azure Load Balancer. Cette fois, on va parler de l'application Gateway. Donc l'application Gateway, lui, il fonctionne sur la couche 7. Donc lui, il ne gère que 2 protocoles, HTTP et HTTPS. Ne lui parlez pas d'un autre protocole, il ne saura pas faire. L'application Gateway, c'est un service qui est régional. Et c'est un service, moi, que j'affectionne particulièrement parce que pour l'avoir déployé chez des clients, il marche très bien. Il fait plein de choses. Donc la première chose, c'est que lui, en back-end pool, il ne va pas gérer, contrairement à l'Azure Load Balancer, que des VM. Il va gérer VM et Service Pass. Et parmi les Service Pass, par exemple, vous allez retrouver tout ce qui est App Service, les fameuses Web Apps. Donc ça, c'est un premier point. C'est qu'il ne gère pas que des VM. Il gère d'autres Service Pass derrière lui. Donc on peut imaginer une application qui est sur du full pass avec un load balancer en pass aussi. Donc ça, c'est le premier point. Point important pour l'application Gateway. Défaut de l'application Gateway, il est régional. Mais on verra que Front-Door, qui est son équivalent au global, lui, il gère le multi-région. Donc l'application Gateway, comme il est régional, le gros avantage, et vous verrez que vous le verrez souvent derrière un Front-Door, le gros avantage de l'application Gateway, c'est qu'il gère par exemple les AZ. Ce que ne fera pas le Front-Door, qu'on verra un peu plus loin tout à l'heure. Donc, couche 7, régional, back-end pool. Alors, il fait plein de choses. Il fait du cookie affinity pour envoyer l'utilisateur au bon nœud. Il fait aussi
du déchargement SSL. Alors, on appelle ça du SSL offloading, je crois. Alors là, le principe, c'est quoi le déchargement SSL? C'est que vos utilisateurs vont se connecter à l'application Gateway en HTTPS. Et en fait, c'est l'application Gateway qui va porter le certificat, qui va gérer le flux chiffrement-déchiffrement. Et donc, il va recevoir les utilisateurs en HTTPS, les connexions. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renvoyer en HTTP sur vos backend pools. Ce qui va permettre de décharger vos VM, vos services pass de toute la logique de je chiffre, je déchiffre les connexions distantes. Donc, pour ça, il est très pratique. Donc SSL offloading, cookie affinity, le backend on en a parlé, il est régional, il est couche 7. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'application Gateway? Oui, très important, il a un WAF. Un WAF qui vous permet soit de vous prémunir contre les attaques de type OWASP, donc le top 10 des requêtes, mais aussi comme des attaques de type Log4j ou Spring4Shell qui ont fait grand bruit il y a quelques temps. Et le WAF, il peut aussi, bien entendu, vous prémunir contre des attaques que vous auriez définies vous-même. Donc, il gère ce qu'on appelle les custom rules. Vous pouvez faire vos propres requêtes à base d'itération. Et que vous dire d'autre sur ce WAF? Il est soit disponible en détection, je crois que c'est le terme, soit disponible en prévention. Donc, s'il est disponible en détection, ça veut dire que s'il détecte une attaque, ben, il va vous informer, mais ça va s'arrêter là. Il ne va pas faire un drop du paquet lié à cette attaque. Alors qu'en prévention, il va non seulement vous informer, mais il va dropper les requêtes malicieuses en provenance d'un attaquant. Alors, je vous ai fait vraiment un résumé de l'application Gateway. Mais déjà, si vous savez ça, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, pour créer une application Gateway, très simple, hein. On tape application Gateway dans le portail Azure, on fait un create, et là, on va regarder un peu les options qu'on a à disposition. Donc ici, je vais sélectionner le groupe de ressources, le nom de mon AG. Alors, sachez que l'AG a besoin d'un subnet qui y est dédié. C'est-à-dire que dans le VNet où vous allez créer l'AG, il va happer un subnet pour lui-même. Donc ici, on va pouvoir choisir si à l'AG, on rajoute un WAF ou pas. Donc moi, je vais rajouter le WAF. Un point aussi important, c'est que l'AG est capable de faire de ce qu'on appelle de l'autoscaling. Alors ça, c'est hyper important. Et moi, j'ai eu un client dernièrement qui avait défini manuellement le scaling de l'AG, c'est-à-dire qu'il avait dit, bah voilà, l'AG, c'est jusqu'à 5 instances de l'AG qui peuvent tourner pour répondre à une montée en charge. Et en fait, il faut savoir que dans ces cas-là, par défaut, Azure va en provisionner 2. Donc en fait, ce client, il avait toujours 2 AG qui fonctionnaient et il payait pour 2 AG, quand bien même il n'avait pas besoin de 2 AG, mais peut-être d'une seule AG. Et donc, le jour où je lui ai dit active l'autoscaling et dit que le minimum d'AG c'est 1 et le maximum c'est 10, il a divisé par 6 sa facture, à peu près. Donc, faites confiance à Azure pour l'autoscaling, c'est le boulot de Microsoft et vous verrez que vous ferez des sacrées économies. Donc ensuite, on va créer la police liée à mon WAF. Donc, je vais l'appeler WAF Policy. On peut lui ajouter la protection d'un bot pour se protéger contre les attaques de type bot sur Internet. On lui spécifie le VNet ainsi que le subnet où l'AG va être inclus. Donc dans mon cas, je vais créer un AG subnet. Voilà. Et je vais lui dire, tu utiliseras ce subnet-là en tant qu'AG. Par exemple, celui-ci. Vous voyez. Donc il a besoin de son propre... En gros, il a besoin de son propre subnet. Voilà, ici. Ensuite, je vais définir le front-end. Alors le front-end, dans l'AG, il peut être soit public, soit privé, soit les deux. Donc votre AG peut porter soit une IP publique, soit une IP privée, soit les deux. Et comme l'AG, c'est un reverse proxy, c'est-à-dire que son fonctionnement, c'est que vos utilisateurs vont taper une URL, donc un nom de domaine, par exemple philit.website.net, et en tapant cette URL, via le DNS, le nom de domaine, pointe vers l'IP publique de l'AG, et donc vos utilisateurs vont se retrouver sur mon AG. Et une fois qu'ils sont sur mon AG, moi, en fonction du nom de domaine qu'ils ont tapé dans la requête, je vais les rediriger vers tel backend pool plutôt
dans l'autre. Donc, il vous faut toujours une IP au moins pour votre AG. Donc, soit c'est une IP publique, soit c'est une IP privée. Moi, je vais créer une IP publique pour mon AG. Je pourrais très bien faire les deux. Et ensuite, je vais travailler sur le backend pool. Donc, dans le backend pool, bah là, je vais dire que, et pour le coup, une AG, c'est pile là-dedans, website file IT, pour dire que je vais héberger mon site web. Et je vous disais que l'application Gateway, contrairement au load balancer, pouvait gérer aussi des services pass. Et ben, vous voyez là, si j'ai une web app qui contient mon site web, et d'ailleurs c'est le cas, et ben, je vais pouvoir mapper mon AG vers un backend pool qui correspond à ma web app, par exemple de mon site web file IT, sur lequel vous vous inscrivez bien souvent pour suivre des sessions AZ305. Une fois que j'ai créé mon backend pool ou mes backend pools, alors normalement dans un backend pool, il y a plusieurs targets. C'est-à-dire que le but, c'est que si j'ai une web app qui tombe, l'autre web app prend le relais. Ou qu'on ait des web apps en actif-actif dans la même région. Donc là, j'ai qu'un target. Sachez que dans la vraie vie, dans un environnement de production, j'en aurai plusieurs. Une fois que j'ai fait ça, je vais définir les règles de routage, comme pour l'Azure Load Balancer. Et donc les règles de routage, elles peuvent être basées... alors déjà, je vais donner une priorité à ma règle. Je vais l'appeler routage HTTP. Voilà. Alors sachez que vous définissez le listener, donc le port d'écoute. Par exemple, ça va être le port 80. Et vous pouvez, en backend target, faire déjà ce qu'on appelle de la redirection. Donc ça, c'est intéressant parce que imaginez que vous ne vouliez pas que vos utilisateurs accèdent à votre site web en HTTP. Vous allez créer un listener en 80 et vous allez dire à chaque fois que l'utilisateur arrive sur le port 80, je redirige sur un listener en 443. Ce qui fait qu'à chaque fois que moi je taperai http://filit.website.net, je serai redirigé sur l'HTTPS, la version HTTPS de mon site web. Donc ça peut être pratique. Puis ça peut être pratique si vous cliquez sur External Site pour dire lorsqu'il y a une maintenance, il y a une maintenance. Et donc la target URL, ça peut être un site web hébergé dans Azure où il y a marqué en gros maintenance en cours pendant que vous mettez à jour les nœuds de votre backend pool. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc une fois qu'on a créé le listener et qu'on a créé le backend pool, voilà. Bon, je ne vais pas tout faire ici, mais je vous montre rapidement. C'est ici que vous allez définir donc le port d'écoute et puis les fameux cookies affinity dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, vous allez définir les règles de routage. Est-ce que les règles de routage sont basées sur la priorité, sur le poids, etc. Et l'application Gateway va commencer à faire son rôle de load balancer. Si c'est clair pour vous, on va parler d'un autre load balancer qui s'appelle le front door. Alors lui, c'est très clair. Le front door, il fait tout ce que fait l'AG. Donc, il est couche 7. Je ne vais pas tout réécrire, mais il a des backend pools qui sont des services pass. Comme l'AG, sauf qu'il en a beaucoup plus. Vous pouvez mettre en backend pool un storage account ou un AG d'ailleurs. Il fait du cookie affinity. Il a des règles de routage. Il fait du SSL offloading. En fait, je pourrais faire un copier-coller. Il fait du WAF. Et comme le dit votre collègue IT Cloud, il est global. Donc lui parlez pas d'une région, il connaît pas. Lui, il est multi-région. Donc il s'adresse à des sites qui sont en règle générale dans plusieurs régions. Par exemple, j'ai un site web marchand qui doit être disponible pour les États-Unis, pour la Chine et pour l'Europe. Et je vais partir sur du front door. Et derrière mon site web, pour la base de données, je partirai sur du Cosmo. Donc très souvent, quand vous voyez les architectures, on a du front door avec du Cosmo DB pour la base de données multimodèle, multi-région, multimètre. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est plutôt donc pour des sites web globaux, mais vous verrez souvent que dans le backend pool de mon front door, vous allez retrouver des applications gateway et des services pass. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin d'une application gateway derrière un front door puisque tu nous racontes qu'ils font exactement la même chose ? Pour une raison qui est très simple, c'est que le front door, lui, en gros, il ne gère pas tout ce qui est routage au sein d'un data center ou d'une région. Lui, il a besoin, en gros, d'un service pass avec une IP publique et il lui envoie le flux.
Mais si ce service pass gère les AZ, par exemple, eh ben, il aura besoin d'un service pass, d'un load balancer qui va gérer les AZ. Et donc, le load balancer qui gère les AZ, c'est l'application Gateway. Donc, on verra toujours très souvent dans nos schémas d'architecture un front door en front-end avec un AG en back-end qui va gérer plus précisément la répartition des flux entre des AZ. Donc ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est que vous pouvez faire du chiffrement de bout en bout aussi grâce à la conjonction d'un front door et d'un AG. Donc il y a d'autres critères, mais vous verrez souvent des architectures comme ça. Donc le front door, globalement, que vous dire d'autre? Il gère aussi des méthodes de routage basées comme l'AG sur la priorité, sur le poids, le weight, etc., etc. Et bien entendu, comme il travaille sur la couche 7, il les gère les protocoles HTTP et HTTPS. Donc si maintenant on rentre un peu plus en détail de ce fameux front door, qui est disponible ici. Alors il y a un point intéressant, c'est que quand vous créez le front door, par défaut, il va le créer avec un service qu'on appelle le CDN. Et avant de rentrer plus en détail sur la création d'un front door, on va prendre quelques minutes et on va parler du CDN. Donc le CDN, c'est pas un répartiteur de charge, donc ça rentre pas dans la répartition de charge, mais le CDN, c'est ce qu'on appelle le Content Delivery Network. C'est un service Azure qui est proposé par 3 acteurs, Microsoft, Verizon et Akamai. Le principe du CDN, c'est qu'il va vous permettre de mettre en cache le contenu qui est statique. Donc typiquement, ça va être tout ce qui est JPG, tout ce qui est texte. Mais il va aussi mettre en cache le contenu dynamique. Et le contenu dynamique, ça va être tout ce qui est vidéo. Alors, la question, elle est intéressante d'IT Cloud. Front door est créé dans quelle région à la base? En fait, il est créé dans la région de ton groupe de ressources. On va le voir après, IT Cloud, donc je répondrai un peu plus à ta question. Mais au final, ça n'a aucun impact parce que c'est du multi-région. Donc, on est obligé de le créer dans une région qui correspond à celle de ton groupe de ressources, mais il est disponible dans toutes les régions du globe. On en parlera juste après dans ma démo. Donc, je finis juste sur le CDN. Donc, le principe du CDN, c'est qu'il va mettre en cache au plus proche le contenu statique de vos sites web. Alors, dans quel cas on va l'utiliser? Regardez, moi, je suis à Lyon, et comme le dit IT Cloud, il y a une région France-Centre chez Azure, et cette région France-Centre, elle correspond à Paris. On a une région France-Sud qui correspond à Marseille. Sauf que moi, je suis à Lyon. Donc, ça veut dire que quand je veux accéder depuis Lyon à un site web qui est hébergé dans Azure et qui est proche de moi, c'est soit Paris, soit Marseille. Puisqu'il n'y a pas de data center de Microsoft à Lyon. Et c'est là où le CDN rentre en jeu. En fait, le CDN, il va se baser sur des endpoints pour vous proposer de mettre en cache le contenu. Et donc, si Microsoft n'a pas de mini data center à Lyon, on peut passer par Verizon ou Akamai, qui sont des partenaires, qui auront eux peut-être des data centers proches de Lyon et qui hébergeront le contenu statique de votre site web. Donc en fait, le procédé, c'est que la première fois que je vais me connecter au site web, je vais me connecter à Paris, sauf que je vais mettre en cache auprès d'un endpoint qui est proche de chez moi le contenu statique ou le contenu dynamique de site web. Et comme ça, les prochaines fois où j'arriverai sur ce site web, je pourrai y accéder de manière plus rapide puisque le contenu statique ou dynamique aura été mis en cache à Lyon, c'est-à-dire proche de chez moi. Le CDN, il est utilisé aussi quand vous avez un storage à compte et que vous voulez avoir du custom domain et qu'il y a un problème de certificat, vous allez pouvoir gérer le HTTPS au niveau du CDN. Et enfin, le CDN, il est aussi valable pour des restrictions géographiques. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir, dans le CDN, filtrer les accès à votre site web
en fonction de l'IP de provenance de l'utilisateur. Donc s'il vient de telle région du globe, vous pouvez vous assurer qu'il n'aura pas accès à votre site web. Voilà pour le CDN. Alors pourquoi je vous raconte tout ça sur ce fameux service? Parce que quand vous allez créer le front door, par défaut, il vous propose de le mapper avec du CDN. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que si je fais un Explore Offer, voilà, vous allez avoir du CDN avec du front door pour du Microsoft, pour du Verizon ou pour de l'Akamai. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un front door sans CDN pour la démo. Et donc là, je choisis le groupe de ressources. Je choisis le nom de mon profil front door. Je spécifie si mon front door il est plutôt orienté performance, donc avec un CDN, ou plutôt sécurité. Donc moi, je vais mettre du standard. Ici, je vais pouvoir lui adjoindre un certificat à mon front door, donc faire un Bring Your Own certificat. Et ce certificat, on peut le stocker dans un Key Vault. Dans mon cas, je ne vais pas lui faire porter le certificat HTTPS, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est de créer un endpoint. Donc l'endpoint, ça va être vraiment le nom désiré de votre front door en azurefd.net, azurefrontdoor.net. Donc par exemple, là, je vais l'appeler front door démo. Et si ce nom n'est pas pris, et effectivement il n'est pas pris par un autre client de Microsoft, c'est ce nom de domaine-là que je vais utiliser pour rediriger mes noms de domaine publics vers le profil du front door. Et quand il va recevoir la requête en provenance de mon nom de domaine public, elle va être redirigée sur le ffdemo-d3 je ne sais quoi, là, ce nom à coucher dehors. Et à partir de là, un endpoint va être créé. Et basé sur ce endpoint, je vais créer donc une route. Donc cette route, pour rappel, elle est basée sur un chemin qui est tapé par l'utilisateur. Donc si c'est du / étoile, ça veut dire que tous les chemins, les sous-domaines de mon domaine seront pris en compte. Donc par exemple, philit.com/vidéo /toto, tout ça sera pris en compte dans cette fameuse méthode de routage. Ensuite, je spécifie les protocoles qui vont être gérés lors de la requête. Et là, il va rediriger cette requête vers ce qu'on appelle un origin group. Et dans les origin group, vous allez retrouver en origin type tous les services qui sont gérés par le front door. Donc vous voyez, ce front door, lui, c'est un service qui est pass, comme les autres load balancers. Mais là où il est intéressant, c'est qu'il peut gérer tout ça en back-end pool. Et tout ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'il peut être mappé à un storage account en back-end pool, qui serait multi-région, répliqué entre différentes régions, par exemple, à une web app, à une static web app, à de l'API management et aux fameux applications gateway. Et comme je vous ai dit, un des cas d'usage de l'utilisation de l'application gateway avec votre front door, c'est quand vous voulez rediriger le trafic dans une région, précisément entre différents AZ, puisqu'on l'a vu, l'application gateway gère les AZ. Et quand vous créez l'origin group, vous allez définir aussi, bien sûr, les ports qui sont validés, mais aussi la méthode de routage basée sur la priorité ou le poids. Alors, c'est quoi la priorité? Si cette origin group a priorité 1, ça veut dire que toutes les requêtes vont par défaut aller vers cette origin group. Si cette origin group tombait, donc si la priorité 1 tombait, donc si derrière mon storage account tombait, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est que le front door, il va aller chercher la priorité 2 et rediriger le trafic vers la priorité 2. Et si la priorité 2, qui correspond à un storage account, tombait, il prendrait la priorité 3, etc. Alors que quand vous faites une méthode de routage basée sur le poids, dans ces cas-là, vous allez pouvoir définir le même poids entre deux origin group, donc entre deux storage accounts qui sont dans deux régions, et il va rediriger le trafic soit sur l'un, soit sur l'autre, mais de manière équitable parce que le poids sera identique. Donc là, on a vu deux méthodes de routage basées sur la priorité et basées sur le poids. Et vous verrez que ces méthodes de routage, vous allez les retrouver très souvent, encore une fois, dans le front door ou dans le traffic manager ou dans, bien entendu, l'application gateway. Si on retourne sur la tablette, voilà un schéma d'architecture que vous allez souvent retrouver au niveau du front door. C'est-à-dire que l'utilisateur va taper le nom de domaine contoso.com, il va arriver sur le profil du front door, qui en fonction des méthodes de routage basées sur les chemins
/ cherche étoile ou statique, je sais que c'est pas très visible, mais c'est pourtant ce qui a marqué ici, et ben, il va rediriger les requêtes de manière soit équitable entre deux régions. Dans ces cas-là, on va baser ça sur le poids, qui est identique entre les deux régions. Soit une méthode de routage basée sur la priorité, et alors là, ça change un peu. Quand c'est basé sur la priorité, vous allez avoir cette région qui est en priorité 1, cette région en priorité 2 et cette région en priorité 3. Et ce qu'il va faire, c'est que si cette région tombe, eh ben, il va passer à la priorité 2. Donc là, on fait ce qu'on appelle un failover. Et si la région 2 tombe, ce qui serait quand même pas de bol, il passe à la région 3. Donc, vous définissez votre méthode de routage, soit elle est équitable, basée sur le poids, soit elle est prioritaire, basée sur une région prioritaire pour recevoir les requêtes de vos utilisateurs. Voilà pour le front door. Je sais que j'ai été un peu vite, mais je pense que j'ai été suffisamment clair là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mentionner. Et donc, par rapport à la question qui m'a été proposée tout à l'heure par IT Cloud, au moment où on crée le front door, quand on choisit le groupe de ressources, il va choisir la région du groupe de ressources pour la région du front door. Regarde, c'est ici, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et oui, le CDN, en fait, tu le crées et après, tu vas choisir les endpoints, dans quelle région tu vas les définir pour le contenu en cache, par rapport à ta question de tout à l'heure que je viens de voir. Dernier load balancer à connaître au niveau du front door, donc juste ici, quand on crée le front door, on choisit pas la région, puisqu'en fait, il va prendre la région du groupe de ressources pour vous définir la région par défaut du front door. Donc, ce que je disais, c'est que dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est ce qu'on appelle Traffic Manager. Donc, avant de passer sur le Traffic Manager, on va expliquer la théorie rapidement. Et puis après, je vous ferai une petite démo et on terminera là-dessus. Donc, c'est le dernier répartiteur de charge que vous pouvez trouver dans Azure format PaaS, Traffic Manager. Donc, lui, il ne travaille pas sur le modèle OSI, couche 4, couche 7. Lui, il travaille sur le protocole DNS. Donc, ça veut dire que quand vous le créez, le Traffic Manager, en fait, il va vous créer un nom de domaine en trafficmanager.net. Et ce nom de domaine, vous allez le rajouter en tant que CNAME au nom de domaine qui doivent être soumis au Traffic Manager. Ce qui est intéressant avec le Traffic Manager, c'est que ces endpoints, ils peuvent être, comme pour les autres load balancers, ça peut être des endpoints Azure, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un endpoint on-premise. Et dans ces cas-là, il lui faut un FQDN public. Donc là, ça devient très très puissant. Moi, je l'ai déployé chez un client, un exemple d'utilisation du Traffic Manager. Je l'ai déployé chez un client pour de l'ADFS. J'avais un client qui avait des serveurs ADFS qui étaient on-premise. Donc les serveurs ADFS, c'est des rôles sur de l'Active Directory. Donc c'est le rôle ADFS sur des contrôleurs de domaine ou sur des serveurs membres. Et en front-end de ces rôles ADFS, de ces serveurs, vous avez ce qu'on appelle des Web Application Proxy, des WAP, qui sont chargés de transmettre les authentifications au back-end qui sont représentés par mes fameux serveurs ADFS. Et en gros, ces WAP, ils avaient une IP publique et ce client voulait que si un jour son infra on-premise tombait, les utilisateurs puissent continuer à se connecter sur des contrôleurs de domaine qu'il avait mis dans Azure, sur lesquels il avait positionné le rôle ADFS et sur lesquels, en plus, il avait rajouté des serveurs qui étaient des serveurs WAP. Et le principe, c'est que quand un utilisateur était dans le réseau de l'entreprise, il se connectait au FQDN de ces serveurs ADFS qui étaient dans le réseau de l'entreprise, donc on-premise. Et quand un utilisateur était en déplacement, il allait se connecter pour l'authentification ADFS à des ressources qui étaient dans Azure. Donc retenez que le Traffic Manager, lui, il va pouvoir gérer aussi des endpoints on-premise, mais qui sont représentés par des IP publiques. Un autre point aussi, c'est qu'il a 6 méthodes de routage et que ces méthodes de routage, pour la petite histoire, peuvent être combinées. C'est-à-dire qu'il y a un système de parents-enfants pour les méthodes de routage, avec une méthode de routage pour
la priorité, par exemple, pour arriver sur une région spécifique. Et après, dans cette région spécifique, des méthodes de routage pour aller vers telle ressource plutôt que telle autre. Donc c'est un load balancer qui est global, je ne l'ai pas précisé, mais il n'existe pas en local, c'est-à-dire vous pouvez pas, il n'a pas d'IP privé. Comme le front door, il ne peut avoir qu'une IP publique. D'ailleurs, il a un nom de domaine en trafficmanager.net, c'est QFD. Mais c'est un produit qui est là aussi très utilisé pour des ressources qui doivent être multi-régions. Donc par exemple, un storage account qui est répliqué dans différentes régions, dans différents storage accounts, et vous voulez pouvoir rendre disponible ce storage account à des utilisateurs qui sont dans différentes régions. Et il est très 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 précis, le Traffic Manager, au niveau des méthodes de routage. En fait, il y en a 6 et on va les voir ensemble. Donc la première méthode de routage, vous la connaissez déjà un peu, puisqu'on en a déjà parlé. Elle est basée sur la priorité. Donc dans ce cadre-là, dans cette méthode de routage, vous allez dire que il y a une ressource, une région qui est priorité 1, ou dans notre cas par exemple, on va avoir la région, on va l'appeler France Centre, qui est priorité 1. La région, celle-là, elle est priorité 2, Ouest Europe, et celle-là, elle est en North Europe. Donc ces ressources, ces web apps sont chacune dans une région différente. Et par défaut, il va toujours envoyer la requête des utilisateurs sur la priorité 1. Et si la priorité 1, donc France Centre, tombait, et comme vous le voyez dans ce cadre-là, après avoir interrogé le DNS du prestataire qui a renvoyé le nom de domaine via le CNAME de mon profil Traffic Manager, quand on a choisi la méthode de routage priorité, il va renvoyer vers la région 2. Et si la région 2 tombait, il fera un failover vers la région 3, donc c'est-à-dire vers le North Europe, dans mon cas. Donc ça, c'est la première méthode de routage. Alors, je ne les ai pas toutes prévues, ça serait trop long. On va en voir que 4. Et la cinquième, et même les 5, on va voir. Mais deuxième méthode de routage, elle est basée sur le poids. Donc là, le principe, c'est que vous allez définir un poids identique sur 2 ressources dans 2 régions, par exemple. Et à chaque fois qu'il va recevoir une requête, il va renvoyer indifféremment sur la première ou la deuxième, en fonction du poids. Et si vous avez une ressource qui a un poids, par exemple, à 5, celle-ci sera moins utilisée. Et ça sera quand les 2 autres avec un poids à 50 seront surchargés qu'il vous renverra vers la ressource en poids à 5. Et pour être sûr que les ressources soient disponibles, il va utiliser, comme pour tout load balancer, une sonde d'intégrité qui va checker que les endpoints qui sont représentés par des régions, par des ressources dans des régions, sont bien up and running. Donc ça, c'est la deuxième méthode de routage basée sur le poids. Troisième méthode de routage, elle est basée sur la géographie. Alors là, c'est pas mal, parce qu'en fait, il va prendre l'IP de l'utilisateur, donc son IP de provenance, et vous savez que l'IP d'un utilisateur, donc l'IP de votre Freebox, de votre Bbox, de votre je ne sais quoi là, cette IP-là, elle est dans un range d'IP qui est attribué à la France. Et en gros, en fonction de l'IP de l'utilisateur, il va rediriger celui-ci vers une web app qui serait dans la même région géographique que lui. Donc si, dans mon cas, mon utilisateur il vient de France et que j'ai un endpoint qui est situé en France, alors il va me rediriger vers ce endpoint-là. Bon, dans l'exemple, il y a marqué Germanie, mais vous comprenez la logique. Donc là, on remplace Germanie par France. Donc en fonction de la géographie de l'utilisateur, il va pouvoir le rediriger vers tel endpoint plutôt que tel autre. Ça, c'est pas mal quand vous avez des contraintes législatives. Quand vous voulez que votre application elle soit disponible dans telle région pour des utilisateurs de telle région. Parce que vous savez que, surtout aux États-Unis, vous ne pouvez pas sortir l'utilisateur sans que ça ait des conséquences législatives. Voilà. Ça, c'est la 4e méthode de routage. 5e méthode de routage, là, celle-là, elle est basée sur la performance.
En fait, derrière le mot performance, moi je dirais plutôt latence. Alors sans trop rentrer dans les détails, en gros ce qui se passe, c'est que Azure a une table de latence qu'il met à jour, qu'il maintient. Et quand un utilisateur va se connecter depuis une IP, il va savoir que la région la plus proche en termes de bond réseau, c'est telle région plutôt que telle autre. Et donc, il va le renvoyer vers tel endpoint plutôt que tel autre. C'est différent de la géographie, parce que la géographie ne prend pas en compte la performance pour rediriger un utilisateur, c'est-à-dire la latence, alors que dans la méthode de routage basée sur la performance, on va prendre vraiment le temps en millisecondes qu'a l'utilisateur pour accéder à telle ressource plutôt que telle autre, pour le rediriger. Moralité, basé sur la performance, vous êtes sûr que la ressource auquel il veut accéder sera rapidement disponible pour celui-ci. Voilà pour Traffic Manager. Donc, il y a 6 méthodes de routage, je vous ai dit. Je vous en ai parlé que de 4. En fait, les 2 autres, elles sont assez simples. Ici, quand vous voulez créer votre Traffic Manager, donc il va créer ce qu'on appelle un profil Traffic Manager, donc un trafficmanager.net. Donc ça veut dire que le service en lui-même, il est unique dans la terminologie Azure. Donc je vais l'appeler Traffic Manager PP Demo. A priori, c'est pas pris. Là, vous choisissez la méthode de routage. Donc je vous ai parlé des 4 méthodes de routage qui sont ici. Il y en a 2 autres. Bon, en gros, celle-ci, c'est que vous allez pouvoir, la subnet par exemple, vous allez pouvoir spécifier la plage d'adressage qui est concernée par la méthode de routage. Donc si vous avez une succursale dans un pays bien spécifique et que vous savez que cette succursale elle a tel espace d'adressage, vous allez pouvoir rediriger les flux vers telle région de tel pays spécifique. Voilà, ça vous donne un degré supplémentaire. Donc, par exemple, si je prends le poids, je choisis le groupe de ressources. Une fois que j'ai fait ça, donc ça va prendre quelques secondes, on va le regarder ensemble. Il m'a créé mon profil Traffic Manager basé sur le poids. Il faut savoir que vous pouvez combiner les méthodes de routage. Donc, vous pouvez prendre une méthode de routage en parent qui est basée sur la priorité. Et après, une fois qu'on a choisi la région liée à cette priorité, vous allez pouvoir rediriger vers tel endpoint plutôt qu'elle autre dans cette région en fonction du poids. Donc, on peut faire un système de routage basé sur des parents et des enfants. C'est assez bien fichu. Donc là, normalement, le Traffic Manager, il est créé dans mon groupe de ressources. Il m'a dit qu'il l'avait créé. Voilà, il est là. Ici, je vais avoir une visu sur le trafic ainsi que la latence sur mes endpoints. Donc la première chose à faire, c'est de créer des endpoints qui sont basés sur le poids. Donc là, vous voyez, on retrouve ma méthode de routage basée sur le poids, avec le monitoring des endpoints, sur quel protocole, voilà, HTTP, HTTPS, TCP, sur quel port. On peut créer des exceptions. On crée la sonde d'intégrité avec une tolérance. Donc là, par exemple, number of failure 3 avec un timeout toutes les 10. Donc au bout de 30 secondes, il va sortir automatiquement le endpoint si celui-ci ne répond pas. Et là, je vous disais qu'on pouvait créer un endpoint qui était soit dans Azure, soit external. Et donc, quand il est external, ça veut dire typiquement qu'on rentre dans la logique de mon endpoint. C'est un FQDN public qui correspond à un service que je publie depuis mes propres data centers. Et puis, on peut combiner les endpoints, ce qu'on appelle du nested. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'imbriquer des endpoints avec un parent et enfant qui sont soumis à différentes méthodes de routage. Voilà pour le Traffic Manager. Je conclus. Ah, j'ai une question avant. Peux-tu STP expliquer le fait que des services Azure se créent dans la région jumelle sans que nous choisissons la région paire? Oui, je peux l'expliquer. Alors, avant qu'on conclue, je vais répondre à la question d'IT Cloud. Quand vous créez un storage account, par exemple, par rapport à ce que tu poses comme question, quand vous créez un storage account, celui-ci, en fonction de type de réplication que vous avez choisi, donc moi j'ai choisi du GRS, du Géoredondant Storage. Le principe, c'est que vous le créez en France Centre et que le storage account va être répliqué en France Sud. Et là, ce que me dit IT Cloud, c'est que je n'ai pas choisi France Sud. Oui, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque région Azure est livrée avec une région qu'on appelle paire.
PAIRE. Et cette région paire, très souvent, elle est géographiquement proche de la région primaire. Donc si je crée mon storage account à Paris, il va être répliqué à Marseille, ce qui fait qu'ils seront soumis à la même loi française, etc., etc. Donc toutes les régions Azure sont livrées avec une région paire que vous pouvez retrouver sur Internet. Et effectivement, quand il y a une réplication qui est demandée sur certains services, par défaut, Azure va choisir la région paire pour la réplication. Mais ce n'est pas toujours le cas, IT Cloud. Par exemple, si tu t'amuses à faire un PRA interrégion de VM Azure, tu as le choix de la région et ce n'est pas forcément la région paire. Et voilà la logique qu'il y a derrière. Et alors pourquoi on a choisi des régions paires? Pour des aspects législatifs, mais aussi pour des aspects de disaster recovery, comme elles sont proches. Alors je crois qu'il y a une histoire d'un nombre de miles maximum entre deux régions paires. Et donc ça fait qu'en cas de rupture d'anormalité, le RPO et le RTO associés au failover seront plus faibles qu'avec une région entre deux plaques géographiques, par exemple les États-Unis et l'Australie. Là, on sait qu'on va avoir un RPO et un RTO qui est élevé. Donc en termes de latence et de fraîcheur des données, c'est mieux de basculer sur une région paire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir suivi cette dernière partie de l'aspect réseau de la Z305. J'espère que cette session vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Salut tout le monde!